Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau statut de l'opposition suscite la polémique à Madagascar. Désormais, seule l'opposition parlementaire sera reconnue. Le chef de l'opposition devra donc être un député. Les opposants extra-parlementaires s'insurgent. La tension monte en République démocratique du Congo autour de la proposition de loi dite sur la congolité. Un cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, hostile à cette proposition de loi, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il s'agit de Jacquine Dalla. Et retour sur la célébration de l'Aïd el-Kébir au Niger. À l'instar de la communauté musulmane du monde entier, les fidèles vivant au Niger ont procédé au sacrifice du mouton dans une ambiance festive, en dépit de la conjoncture actuelle liée à la pandémie de Covid-19. À Madagascar, la polémique enfle autour du nouveau statut de l'opposition. La modification de la loi relative à ce sujet a été adoptée en mai dernier par le Sénat. Désormais, seule l'opposition parlementaire sera reconnue par l'État, ce qui implique que le chef de l'opposition devra être un député, une réforme qui irrite l'opposition extra-parlementaire. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. À Madagascar, la nouvelle loi sur le statut de l'opposition fait polémique. Adoptée tout d'abord en 2019 par l'Assemblée nationale, puis récemment en mai 2021 par le Sénat, la nouvelle loi n'admet plus désormais d'opposition en dehors du Parlement. Le président Hans Rasuwen fait l'objet de certaines critiques, notamment en raison de la crise sanitaire et économique dans laquelle souffre incontestablement Madagascar, et le fait qu'on y apporte actuellement une réforme sur les institutions en termes de timing, en termes de contexte, lui est défavorable. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de pernicieux et quelque chose en tout cas de prémédité. Désormais, seule l'opposition parlementaire sera reconnue. En effet, le chef de l'opposition officielle est tenu de diriger uniquement l'opposition parlementaire et non l'opposition extra-parlementaire. Auparavant, il pouvait être issu de la société civile. Il apparaît presque naturel à ce que le chef de l'opposition soit parlementaire, puisque c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'il y a le débat politique et cela légitime à ce que ça soit donc un parlementaire. Dans tout avancement d'une démocratie, on ne pourrait pas voir un homme qui émerge et que cela ne soit pas encadré par notamment un système institutionnel, et ce système-là ne peut pas évoluer en dehors du Parlement. L'autre grille de lecture que nous pouvons avoir, c'est que, bien évidemment, l'opposition est dans son rôle. Autrefois, être reconnu par le pouvoir permettait de disposer de plusieurs prérogatives. Mais désormais, plus de cabinets et de personnel payés par l'État ou de nomination à la commission électorale indépendante. L'opposition extra-parlementaire ne jouera plus qu'un rôle de figurant. Également dans l'actualité, c'est un rendez-vous politique attendu en Côte d'Ivoire. Le 27 juillet devrait marquer la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui a causé la mort de plus de 3000 personnes. Il s'agit d'un rendez-vous très attendu depuis le retour au pays de Laurent Gbagbo le 17 juin dernier, après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Cet entretien est censé marquer une étape importante dans le processus de réconciliation nationale et de décrispation du climat politique en Côte d'Ivoire. L'heure est aux questions au Mali. Après la tentative d'assassinat contre la personne du colonel Assimi Goïta le 20 juillet, le président de la transition s'en est sorti indemne. Mais cette attaque au couteau le jour de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako pousse à s'interroger sur la sécurité mise en place autour de la première personnalité de l'État. Le suspect, lui, est toujours interrogé. Les détails sur les derniers éléments de l'enquête en cours avec Amenedj. Au lendemain de l'attaque au couteau visant le président de la transition, place aux interrogations. Suite à l'enquête ouverte hier mardi, quelques heures après l'attaque, une partie de l'identité des deux commanditaires de cet acte est désormais sûre.
S'il n'a pas donné plus de détails sur l'assaillant interpellé, le commissaire principal de police du 3e arrondissement de Bamako, Sadio Tomoda, a précisé qu'il s'agissait d'un enseignant. Quant à son complice, il serait un membre des forces spéciales maliennes. Il est évident que le colonel Assimi Goïta doit pouvoir avoir des ennemis, aussi bien par rapport à la déchéance des anciens premiers ministres et également au sein de la classe politique malienne en tant que telle, sans occulter que ces anciens compagnons d'armes qui ont perpétré le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, de plus en plus aujourd'hui, certains de ces officiers semblent être délaissés par la trajectoire qui a été prise par la transition politique au Mali, avec l'arrestation de certains officiers, notamment le colonel Doucouré et autres. Plusieurs autres zones d'ombre subsistent autour de cette tentative d'assassinat visant l'actuel président de la transition malienne, notamment comment ces hommes se sont-ils aussi facilement approchés d'Assimi Goïta, considéré comme l'homme fort du pays. Quelles étaient leurs motivations? Des questions qui agitent de nombreux habitants. Le mode opératoire peut susciter de nombreuses interrogations quand les attaques au couteau par rapport à l'actualité en Occident font penser directement au groupe djihadiste. On l'a vu en Espagne, que ce soit les attaques béliers, les attaques couteau à Paris, ce sont des attaques qui sont tout à fait régulières. Et c'est important de comprendre aujourd'hui, la victime aujourd'hui c'est le président de la transition, Assimi Goïta, qui est un symbole des institutions maliennes en tant que tel. Donc cela peut susciter beaucoup d'interrogations. Étant auteur de 2 coups d'État en moins d'une année, aujourd'hui il suscite également pas l'adhésion totale. Donc Assimi Goïta doit pouvoir prendre cela comme étant une pour accélérer l'agenda politique avec le calendrier du processus électoral, pour pouvoir permettre au Mali d'aller très vite aux élections. Il va falloir renforcer sa sécurité pour que nous puissions aller très vite vers une sortie des crises, pour que nous puissions avoir un régime civil au pouvoir très bientôt. Les autorités maliennes ont pour l'heure appelé à la sérénité. Les raisons véritables de cette tentative d'assassinat n'étant pas encore connues, il a été décidé pour l'heure que la sécurité du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, soit renforcée. Hier mardi, un blessé a été signalé par le recteur de la grande mosquée de la capitale. En République démocratique du Congo, la proposition de loi dite sur la congolité suscite de vives réactions au sein de la population. Cette proposition qui régit l'accès aux plus hautes fonctions de l'État est maintenant à l'origine d'une condamnation. Le président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, Jacques Ndala, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir appelé à envahir le Parlement si cette proposition de loi était examinée. Les explications de Mildred Diamou. Peine de prison pour Jacques Ndala, président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de prison pour ses propos contre le projet de loi sur la congolité. Une loi qui devrait exclure de la prochaine présidentielle des candidats comme son leader Moïse Katumbi, qui ne sont pas de père et de mère congolais. C'est une politique de répression visant à faire taire tous ceux qui sont contre la dite loi. Pour nous, la source du document est douteuse. La disposition parle de la désobéissance civile à la loi. Est-ce que le document de Pouloulou est une loi? Non, c'est une proposition. À quelle loi il fait désobéir? La sentence qui a été prononcée est un mal jugé manifeste. Est-ce qu'il est interdit d'aller au palais du peuple? Nous allons utiliser les moyens légaux pour interjeter l'appel conformément à la loi congolaise. L'ex-président de la Ligue des jeunes a été interpellé le 18 juillet 2021 par l'Agence nationale de renseignement et mis après à la disposition du parquet général de Kinshasa Matete. Il a été ensuite déféré le 20 juillet devant les juges du tribunal de paix de Kinkole à Kinshasa, où il a été jugé en procédure de flagrance. Lors de son dernier meeting, Jacques Ndala a appelé à envahir le siège du Parlement si la proposition de loi était examinée, ce qui lui a coûté sa traduction en justice. Les propos du journaliste Jacques Ndala, puisqu'il est journaliste, ce sont des propos qui dénotent du climat à venir par rapport aux élections. Les élections qui, au Congo, depuis 2006, ont toujours été chaotiques parce que les règles ne sont pas respectées. Alors, à propos de la loi que l'on appelle généralement sur la congolité, tel n'est pas le cas parce qu'on fait un parallélisme hasardeux avec la Côte d'Ivoire. Cette loi ne dit pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Cette loi reconnaît d'abord que, quel que soit que vous ayez un parent ou les 2 parents congolais, vous êtes d'abord congolais, mais c'est plutôt une loi sur l'accession à certains postes de responsabilité, vu que les guerres que le Congo a connues ont ramené beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les instances du pouvoir sans être congolais. Donc ce n'est pas une loi sur la congolité, mais c'est une loi sur l'accès à certains postes de responsabilité.
Le projet de loi sur la congolité avait été proposé début juillet 2021 par son collègue de l'Union sacrée, le député Singi Pouloulou. Pour les autorités judiciaires, les propos de Jacques Ndala sont constitutifs de l'infraction d'incitation à des manquements envers l'autorité publique. Jacques Ndala, quant à lui, a déclaré que même après son procès, il serait contre cette loi. Dans le reste de l'actualité, le continent africain pourra prochainement réduire sa dépendance aux pays étrangers dans la lutte contre la Covid-19 et ce grâce au nouveau partenariat signé entre le laboratoire Pfizer-BioNTech et l'entreprise sud-africaine Biovac. Cette association doit permettre de produire des vaccins anti-Covid-19. Ainsi, ce sera la première fois qu'un vaccin à ARN messager sera produit en Afrique. Objectif affiché, produire 100 millions de doses de vaccins par an d'ici 2023. Ce projet doit permettre de produire en Afrique des vaccins exclusivement destinés aux Africains, et ce, dès l'année prochaine. Le Niger a célébré le 20 juillet l'Aïd el-Kébir à l'instar de la communauté musulmane du monde. Cette grande fête a su mobiliser une grande partie de la population et pour cause, au Niger, l'islam est la principale religion pratiquée par 90% de la population. À Niamey, des milliers de moutons ont été sacrifiés dans le respect de la tradition. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski a été célébrée ce 20 juillet 2021 par la communauté musulmane au Niger. À Niamey, la capitale du pays, des milliers de fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée de la Grande Prière pour accomplir dans la communion des cœurs et des esprits la traditionnelle culte de l'Aïd. Belle occasion pour les autorités de présenter leurs vœux à tous les citoyens. Et que cette année qui démarre, cette nouvelle année qui démarre, soit pour notre pays une année de paix, de sécurité et de progrès. Que Dieu assiste les plus hautes autorités pour que toutes les actions dans le sens du développement de notre pays puissent aboutir. Dans chaque foyer, la sécurité pour l'ensemble de nos populations, pour l'ensemble du pays. Voilà mon souhait et mes vœux pour l'ensemble du Niger. Au Niger, pays à écrasante majorité musulmane, des centaines de milliers de moutons sont sacrifiés en ce jour spécial afin de perpétrer l'acte du prophète Ibrahim. Célébré 70 jours après la fin du Ramadan, l'Aïd al-Adha marque aussi la fin du Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Mais cette année, la pandémie du Covid-19 a anéanti les chances des Nigériens d'effectuer le pèlerinage en Arabie Saoudite. Néanmoins, ils n'ont pas manqué d'unir leur voix pour implorer Dieu en faveur de leur pays. Vous savez, nous connaissons ce que vit notre pays avec les attaques terroristes. Nous souhaitons donc la victoire à nos forces armées. Nous souhaitons la paix des cœurs, la paix de l'esprit et nous souhaitons une bonne saison de pluie, une bonne récolte et la santé qui permettra à tout le monde de manger tranquillement ce qu'il aura récolté. Cette année, plusieurs habitants ont félicité la disponibilité du bétail dans les différents marchés du pays, en quantité et à des prix abordables. Une relative facilité qui a permis à nombre d'entre eux de passer des belles fêtes en dépit de la conjoncture. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni le 16 juillet à Rabat au Maroc, un rendez-vous qui a permis l'étude de plusieurs dossiers. Au menu des discussions, il y avait notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun en 2022 ou encore le projet de réforme de la Coupe du Monde. Plus de détails avec José Douglas. Le comité exécutif de la CAF a noté la bonne progression des travaux concernant l'achèvement des stades en construction et d'autres infrastructures pour la prochaine CAN au Cameroun. Une dernière visite d'inspection aura lieu mi-août pour évaluer l'état d'avancement du stade d'Olimbé et la possibilité d'organiser le prochain match à domicile pour l'équipe nationale du Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021. Le comité exécutif a apporté aussi son soutien au projet d'une Coupe du Monde masculine et féminine tous les 2 ans qui a été formulé lors du dernier congrès de la FIFA.
La Commission a demandé que l'information soit communiquée rapidement à l'instance internationale. Une Coupe du Monde chaque 2 ans, serait-ce une bonne chose pour le football africain dans son ensemble? Ça va poser un problème parce que si on maintient la Coupe du Monde tous les 2 ans et la CAN tous les 2 ans, ça va encore pénaliser les sélections africaines. Alors moi, je pense que la Coupe du Monde tous les 3 ans peut être intéressant dans la mesure où il y a la possibilité des sélections africaines d'avoir un an de repos avant d'entamer la Coupe du Monde. Lors des prochains mondiaux, la question est aussi de savoir quel sera le nombre d'équipes africaines sélectionnées pour prendre part à la phase finale. Aujourd'hui, le continent ne compte que 5 nations. Pour participer à la Coupe du Monde, il faut qu'on ait 53 pays en Afrique. Il faut quand même que la FIFA et la CAF se mettent d'accord pour au moins faire la parité. La parité, parce que la plupart des joueurs des sélections africaines jouent tous en Europe. Ils sont professionnels en Europe. Et il y a beaucoup de joueurs africains qui sont professionnels aussi dans le monde entier. Alors du coup, je pense que la CAF doit miser en demandant à la FIFA de revoir sa copie en mettant au moins minimum 10 sélections d'Afrique pour la Coupe du Monde. Le rapport final de l'audit lancé par PricewaterhouseCoopers datant de mars 2021 a été aussi évoqué. Le comité exécutif a donné mandat au secrétaire général pour mettre en œuvre rapidement des recommandations et d'explorer les conséquences juridiques. Le comité exécutif compte aussi accélérer l'étude de faisabilité du projet de Ligue supranationale africaine et a confirmé la date de reprise des compétitions interclubs 2021-2022. Coup d'envoi le 10 septembre 2021. Le tirage au sort des tours préliminaires sera effectué le 15 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.